La musique de film, enfin, je sais pas si on en est encore là, mais j'ai souvent trouvé qu'elle avait une place un peu ingrate, hein. Celle de musique considérée souvent comme illustrative, qu'on peut pas écouter indépendamment du film. Je voulais savoir comment, bon, bah, c'est un peu évident en lisant le livre, mais comment toi tu t'appréhendes ça comme un élément indépendant, un élément qui te ramène obligatoirement au souvenir de l'image. Bon, je suppose aussi que ça dépend des musiques de film. C'est ce que j'allais dire. Oui, il y a plusieurs cas de figure là. Il y a le cas de figure de musique qui sont indissociablement liés au film. Parfois qu'ils l'ont été au départ, puis après qu'ils se sont détachés. Enfin, disons qu'ils ont un lien objectif avec le film. Disons, mettons, comme j'ai eu la chance de voir Vertigo à une époque où il était quasi invisible parce que le film n'était pas encore ressorti, il était bloqué par Universal, mais par le biais de la Cinémathèque à Nantes qui récupérait des copies d'Henri Langlois directement à l'époque. Bon, tout ça c'est dans les années fin 70. J'ai pu voir Vertigo, encore une fois à l'époque où il était invisible, donc évidemment un film qui m'a marqué, et il m'a marqué aussi la musique d'Herman. Donc là, par exemple, si je réécoute la musique de Vertigo, même sans image, j'aurais inévitablement le souvenir du film et peut-être même plus particulièrement de cette projection. Mais je pourrais... Bon, c'était un cas de figure. Et en même temps, c'était aussi une musique qui peut s'écouter en dehors du film, parce que la musique, elle existe en soi. Cette musique de Bernard Herrmann, finalement, c'est comme une musique d'opéra presque. Donc elle existe de façon objective. Donc bon, là, c'est un cas de figure où il y a un peu toutes les possibles en même temps dans une seule musique. Dans d'autres, il y a beaucoup de musique. Il faut quand même avouer qu'il y a pas mal de musique. Bon, mettons chez Morricone, par exemple, pour prendre une œuvre immense à tous les niveaux. Il y a beaucoup de musique que j'ai découvert avant de voir les films, et d'ailleurs dans plein dont j'ai toujours pas vu les films, même si maintenant parfois il m'est arrivé d'en voir ou des fragments. Bon, donc là dans le cas de Morricone, bien sûr il y a quelques musiques qui sont liées à des films, à mes souvenirs de films, hein, Léon bien sûr, mais d'autres aussi, mais il y en a d'autres qui sont totalement indépendantes, et ça dans la musique italienne, dans la mesure où je suis pas aussi féru que toi sur disons tout le champ des films de genre italien des années 60-70. Il y a beaucoup de musiques que j'adore, que j'ai découvertes, qui sont pas liées à des films, non, c'est sûr. Après, je pense que le statut de la musique de film dont tu parles, c'est très bizarre, parce que finalement, moi, quand j'étais enfant, voire adolescent, c'est un peu la période pour moi de l'âge d'or de la musique de film. Alors je sais pas si peut-être je le dis parce que j'étais enfant et adolescent, mais je crois pas que ce soit la seule raison, parce que comme on dit souvent, et comme ça c'est souvent discuté entre compositeurs et même entre auditeurs, il y avait des thèmes. C'est-à-dire qu'il y avait des grands compositeurs, il y avait des thèmes. Et on reconnaissait le style des uns et des autres, que ce soit Barry, Morricone, Cosma, j'en sais rien, enfin bon, il y en avait d'autres, hein, Quincy Jones, dont on ne savait pas tellement qu'il faisait de la musique de film à l'époque, et pourtant il en faisait pas mal. Enfin bon, on pourrait en citer voilà, une quinzaine facilement. Et la musique de film se vendait en 45 tours à l'époque. Moi j'ai acheté 45 tours du Clan des Siciliens, pas sa sortie mais un peu plus tard. Mon frère avait acheté celui de Il était une fois dans l'Ouest. Enfin bref, on pouvait acheter, c'était vraiment des grands succès, on se rend pas compte. Donc la musique de film était présente dans la vie du monde, comme le cinéma finalement. Bon, c'est peut-être ça qui a changé par rapport à aujourd'hui. Et en même temps, à l'époque, et ça les compositeurs en témoignent quasiment tous de cette génération, Morricone en parle dans le documentaire de Tornatore, j'avais eu l'occasion d'interviewer il y a longtemps Antoine Duhamel qui me disait la même chose. Ils souffraient d'une sous-estimation considérable, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas considérés, c'était un peu considérés comme des compositeurs, des sous-compositeurs ou des compositeurs de sous-musique. Alors aujourd'hui on est dans une situation presque inverse, c'est-à-dire que la musique de film est diffusée certes sur des plateformes en digital et tout, mais enfin on peut pas dire que ça fasse événement la plupart du temps. Très rare qu'une musique de film fasse événement ou qu'elle se diffuse massivement. À preuve, c'est que le seul succès qui me vienne à l'esprit pour une musique liée à l'image, c'est la chanson de Kate Bush qui est dans Stranger Things et qui a eu du succès l'été dernier. Donc on n'est pas vraiment dans un truc original. Bon, peu importe. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus cette présence de musique. En revanche, les compositeurs sont beaucoup plus reconnus et je pense qu'il y a un intérêt croissant pour la musique de film chez plein de gens. Donc c'est très bizarre parce que c'est comme si ce qui aurait été le moment phare, disons des années 60-70, donnait ses résultats ou donnait ses effets aujourd'hui, quoi. Il y a les musiques composées pour les films, mais il y a d'autres musiques, y compris des musiques par exemple Zabriskie Point et Pink Floyd. Moi je pense à un autre film, mais alors là c'est vraiment
une histoire personnelle. Je sais que il m'est impossible d'écouter maintenant le morceau de Karl Orff utilisé dans le final de Salo sans penser à Salo, quoi. Je veux dire, il y a des toi, je sais pas si tu as d'autres exemples de ton côté, mais il y a des musiques qui font presque un effet. Tu parles de musique préexistante ou de musique essentiellement préexistante, ouais. Peut-être des musiques qui ont été réutilisées ensuite, ouais, des musiques classiques essentiellement, je pense, et qui sont devenues, qu'on réussit quasiment à être vampirisées par l'image, quoi. Le contre-modèle pour moi, ça serait celui de Mort à Venise, parce que j'aime pas du tout la façon dont Visconti utilise, et pourtant j'ai rien contre Visconti par ailleurs, hein, mais j'aime pas la façon dont il utilise la musique dans l'adagio de la symphonie, de la 5e symphonie de Mahler dans Mort à Venise. Donc là, c'est une musique qui a été totalement vampirisée par le film, parce qu'en effet, on peut plus penser à écouter cette musique sans penser à ces plans de Venise un peu dégoulinants, enfin, pardon du terme, mais là je redeviens un peu moins gentil. Donc là, c'est le contre-modèle, parce que pour moi, cette musique a été difficilement écoutable aujourd'hui, parce que ça me rappelle trop et pourtant elle est très belle, la musique, évidemment, mais elle me ramène trop à ces plans que j'ai pas envie de revoir ou de réexhumer, et pourtant il y a des films de Visconti que je trouve géniaux, comme L'Innocent, son dernier film par exemple, enfin bref, bon, donc on va pas vanter les mérites de Visconti, mais c'est vrai que ça c'est un peu le contre-modèle, et paradoxalement c'est la seule qui me vient vraiment à l'esprit dans un usage préexistant, parce que même chez Kubrick, alors oui, bon, effectivement, il y a des musiques, là c'est pareil, il y a des musiques qui sont devenues indissociables dans 2001, ou bon, mais ça me fascine pas autant que ça, bizarrement. C'est-à-dire que c'est pas ça qui me fascine le plus dans la musique de film ou dans la manière dont on utilise. Parce qu'évidemment, moi j'ai vu les films de Kubrick, alors pas forcément à leur sortie, mais enfin bon, Barry Lyndon, là c'est quoi, la sarabande là, de Handel, non c'est ça, oui, la sarabande de Handel, où il y a aussi un trio de Schubert. C'est des trucs qui me sont restés à l'esprit parce que le film avait inscrit ça dans mon cerveau. Mais et ça a fait d'ailleurs de ces morceaux, comme pour Mort à Venise, des succès, hein, parce que c'est aussi pareil, ça a été des vrais succès, comme on disait, les succès du disque. Oui, pour servir les meilleures compilations. Exactement, donc là on a eu beaucoup ça. Je me méfie toujours un peu, et j'essaye de trouver un exemple positif, mais c'est marrant parce que j'en ai pas qui me vient à l'esprit, et pourtant il y en a forcément, hein, parce que j'ai pas d'opposition à rien d'ailleurs dans la musique de film, c'est-à-dire que rien ne me choque a priori, c'est-à-dire que je pense qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut utiliser ce qu'on veut. Après, si tu veux, moi oui, bon, alors après c'est des trucs très personnels, parce que par exemple moi ce que j'adore, c'est le début d'un film de Godard, Passion, où il y a le concerto pour la main gauche, enfin un extrait du début du concerto pour la main gauche de Ravel, et avec des plans de nuages, bon, enfin à la Godard, et une espèce de montage comme ça un peu chaotique, volontairement chaotique, et là tout d'un coup ce début du concerto pour la main gauche de Ravel, c'est absolument magistral et sublime pour moi, la manière dont ça rentre en collision avec peut-être parce que c'est pas illustratif, c'est pas littéral, c'est un peu étrange, c'est un peu il y a du frottement, enfin ça va pas de soi, quoi. À la fois c'est évident, et puis en même temps il y a quelque chose qui va pas complètement de soi, comme souvent chez Godard, puisque voilà, qu'on pense de Godard, il a quand même un certain génie là-dessus, et je ne sais pas, voilà, Godard c'est un cinéaste qui m'a marqué, y compris sur l'utilisation de la musique classique, quoi. C'est-à-dire que il a vraiment eu des intuitions à ce sujet assez tôt, même d'ailleurs, hein, même dans les années 60 déjà, parce qu'il utilise déjà la musique classique dans les années 60, même si c'est moins le cas qu'après, mais ça a peut-être plus été des cinéastes comme ça, je sais pas, j'essaye de trouver vraiment il n'y a pas beaucoup d'exemples qui me viennent à l'esprit, bizarrement. Trop évident, comme la chevauchée des Valkyries, Chaboté Nord et tout, mais pour... Oui, la chevauchée des Valkyries, c'est encore un cas particulier, parce que d'abord, on connaissait déjà le morceau avant que le film existe. Il l'a choisi justement parce que le film est connu. Et puis là, c'est un cas très particulier, qui a été l'objet de beaucoup de polémiques concernant est-ce que c'est une séquence qui, disons, provoque la jouissance du spectateur, de la guerre, du spectacle de la guerre, l'odeur du napalm le matin. Sauf que là, on va dire que c'est pas... Enfin, Coppola choisit la musique, bien sûr, mais c'est quand même la musique du personnage, on va dire, de Robert Duval. C'est lui qui veut que Donc, on peut pas accuser Coppola, me semble-t-il, d'avoir comment dire... Enfin, on peut pas l'accuser. Ça me semble un peu injuste de l'accuser d'avoir vraiment, comment dire, voulu flatter le spectateur dans ce qu'il a de... C'est pas ça, puisque
comment dire, c'est une utilisation narrative ou expressive de la musique qui n'est pas à prendre, disons, uniquement au pied de la lettre, mais voilà, comme un effet, c'est presque un effet de mise en scène de la part de Robert Duvall, et un effet de folie aussi, parce qu'il y a évidemment une totale folie là-dedans. Après, ça produit quelque chose qui peut être ambigu, en effet. Mais c'est ça qui est intéressant avec la musique, c'est que finalement la musique, bon comme le cinéma peut-être, mais peut-être encore plus la musique dans le cinéma, ça te plonge aussi dans un espace de projection, dans une lecture de ce que tu vois, quoi, et de ce que tu vis avec le film. Et d'ailleurs, on sait aussi que si tu changes une musique sur une image, ça va changer la lecture que tu as de l'image. Moi je pense que de ce point de vue-là, la musique ou le son sont parfois très premiers dans la manière dont on appréhende un plan de cinéma ou un film. C'est-à-dire que c'est par là qu'on rentre, on le sait pas vraiment parce que ça se passe de manière presque plus souterraine, et pourtant c'est souvent par là qu'on rentre dans un film. Et ça peut produire des effets très, très particuliers, très différents selon les personnes, de rejet parfois aussi, hein, d'où le côté la musique est mauvaise, la musique qu'on entend souvent, hein, la critique de la musique elle est très, très, très fréquente. Hein. Mais c'est vraiment une porte d'entrée dans le cinéma qui est assez unique finalement. L'omniprésence de la musique, et surtout dans le cinéma américain, disons, standard, Marvel ou autre, c'est pas nouveau finalement parce que, alors ça c'est vraiment un truc plus historique, mais dans les années 30 finalement, dans le moment où ce qu'on appelle le son hollywoodien est né, à travers des grands compositeurs souvent venus d'Europe comme Max Steiner, Miklos Rochagno, Dimitri Tiomkin, ils étaient tous européens d'origine d'ailleurs, ils avaient déjà l'idée qu'il y avait de la musique quasiment tout le temps dans les films, hein. Finalement, avec à la fois l'omniprésence de la musique et en même temps presque l'inaudibilité de la musique, c'est-à-dire que c'est une musique qui n'est pas faite pour être entendue parfois, c'est juste une musique qui est là pour acclimater le spectateur à ce qu'il est en train de voir et à ce qu'il s'ennuie pas, et donc on retrouve finalement cette conception-là presque 100 ans plus tard, hein, parce que c'est la même chose aujourd'hui, sauf que c'est pas les mêmes musiques, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas le même rapport au son, c'est pas les mêmes installations sonores, enfin bref, tout a changé et en même temps rien n'a changé. C'est ça qui est marrant finalement, c'est qu'évidemment il y a un truc, mais c'est drôle parce que je reviens encore 2 secondes à Godard, j'avais fait un entretien avec lui il y a une vingtaine d'années autour justement de la question de la musique. Une question qui m'intéressait déjà beaucoup à ce moment-là, c'était au tout début des années 2000, et il dit justement il reproche au cinéma américain, y compris classique, que cette omniprésence de la musique. C'est-à-dire qu'il y a toujours trop de musique pour lui dans les films, alors que pourtant lui il en a mis beaucoup, hein, parfois, mais il dit même Hitchcock, c'est pas possible, même Psycho, c'est pas possible, enfin bon, il va assez loin dans son, comme peut l'être, hein, avec la mauvaise foi qu'il caractérisait, mais je comprends ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire qu'en effet, il dit, et je me rappelle ce qu'il disait, c'est qu'il y a quelque chose de malade un peu là-dedans, de maladif et de malade, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu... Après, il y a, bon, si on le prend positivement, on pourrait dire que c'est la recherche peut-être d'une espèce de fusion, de spectacle total, de presque de synesthésie, voilà, entre les... Je sais pas, j'ai pas d'opinion définitive parce que ça dépend des films, mais oui, ça peut avoir tendance, parce que moi j'aime bien aussi des films où il y a pas du tout de musique, hein, je suis pas, enfin je veux dire, c'est pas parce que je m'intéresse à la musique au cinéma que j'ai besoin d'avoir de la musique dans tous les films. Je pense que parfois c'est totalement inutile et ça serait même mieux si on n'avait pas. Bon, mais c'est pas moi qui décide. Ça me semblait être un principe presque constitutif de ce qu'a été l'expérience de la musique au cinéma pour beaucoup de metteurs en scène et du coup par ricochet pour beaucoup de spectateurs, c'est-à-dire vraiment à un moment donné un univers qui se crée en commun avec un compositeur, ça peut vraiment avoir des effets très très forts, hein, que ce soit mettons Cronenberg et Howard Shore, qui quand même sont difficilement, enfin sont très peu dissociables au final, c'est-à-dire comment imaginer Crash sans la musique de Howard Shore, je vois pas quoi, y a pas assez, ça fait totalement partie. Donc là on est dans la fusion, bon, Hitchcock Herman, c'est d'ailleurs paradoxal parce que c'est un couple, mais enfin qui a duré 10 ans, hein, à peine, et qui n'a fait que 6-7 films, et encore parmi les 6-7 films, il y en a 2 ou 3 qui sont pas très marquants sur le point de vue musical. Le Fou coupable, où il y a un peu de musique, on peut pas dire, et pourtant pourtant le personnage principal est contrebassiste de jazz, mais on peut pas dire que la musique soit très marquante. Bref, mais c'est mythique parce que les films sont mythiques, tout simplement parce qu'il y a 3 ou 4 films qui voilà sont
Mancini, Black Edwards, c'est moins connu, mais c'est tellement important. Par exemple, là c'est pareil, à un moment donné c'est la fusion entre les deux. Donc c'est fascinant parce que de voir comment à un moment donné un metteur en scène et un compositeur ou une compositrice, peu importe, enfin en tout cas voilà, qui ce couple-là forme une entité à un moment donné inséparable et indissociable. Mais je pourrais dire aussi dans un registre très très différent, mais je pourrais dire Yves Robert et Vladimir Cosma. Après tout, c'est aussi un couple que j'aime beaucoup dans un autre style, hein, mais qui bon, il y a peut-être moins, c'est peut-être moins important, mais c'est quand même important. Et enfin bref, voilà, on peut pas. C'est presque impensif de parler d'un couple réalisateur-compositeur, parce qu'on dit toujours qu'ils cherchent, voilà, on a bien vu qu'Almodovar, effectivement, a un peu erré jusqu'avant qu'il rencontre Alberto Iglesias depuis 25 ans, puis là, après, du coup, il change plus de compositeur, il est toujours avec Alberto. Donc à un moment donné, ça devient la recherche aussi d'un alter ego idéal, et puis si on le trouve, parfois on le trouve très tôt, parfois on le trouve jamais, parce qu'il y a aussi des gens qui adorent l'inverse, hein, de changer sans arrêt de compositeur. Mais enfin, on voit bien, par exemple, que Paul Thomas Anderson, depuis qu'il a rencontré Johnny Greenwood, ça a quand même changé son cinéma. Enfin, en tout cas, ça a eu tendance à le faire évoluer, même s'il continue, il utilise quand même encore des morceaux préexistants, surtout dans le dernier, bien sûr, mais dans Licorice Pizza, où il y a quand même un petit bout de Johnny Greenwood. Mais enfin, bref, c'est quand même une rencontre qui à chaque fois cristallise quelque chose chez le metteur en scène, et c'est la preuve qu'à un moment donné, moi, ce que j'ai toujours défendu, c'est que la musique, l'utilisation de la musique et la composition presque de la musique, ça fait partie de la mise en scène. J'ai cité déjà le nom, puis on en avait parlé en correspondance, John Dankworth, parce que il n'est pas très connu, c'est un musicien de jazz anglais à la base, qui a même joué avec, j'ai vu ça avec Amy Winehouse dans les années 2010, enfin dans les années 2000, pardon, c'est dire à quel point il a eu une longue carrière. C'est une figure du jazz anglais qui est assez connue visiblement en Angleterre, mais très peu connue en France, et qui a travaillé donc sur un certain nombre de films, notamment de Joseph Losey, mais aussi du free cinéma anglais. Enfin, il est très lié aux années 60, c'est un compositeur que j'ai découvert un peu par hasard, j'avais dû voir son nom, je connaissais vaguement des choses, mais je ne l'avais pas bien identifié. C'est par une compilation de double CD que j'ai découvert ce compositeur, et après je suis retourné à la source des films aussi. Et c'est vrai que bon, voilà, ça fait partie des gens auxquels je tiens particulièrement. Je l'ai déjà cité, ceux un peu que Burt Bacharach, parce que encore une fois il a vraiment une touche très singulière, et puis il a, sans être un vrai compositeur de musique de film à part entière, je veux dire, il n'a pas une œuvre énorme, bon, il faut bien le reconnaître, mais tout ce qu'il a fait au cinéma, c'est toujours extraordinairement séduisant, y compris dans des chansons qui sont une chanson dans un film, il suffit d'une chanson de Burt Bacharach dans un film pour que ça m'intéresse. Je citerai aussi le nom d'un compositeur français que je trouve assez sous-estimé et qui appartient, disons, à la grande génération des compositeurs français, c'est Eric de Marsan, qui est toujours en activité, parce que là il vient de sortir une musique d'une série qui est sur Notre-Dame, qui je crois est sur Netflix en ce moment même, et que j'ai pas encore écouté là, mais que j'ai reçu hier, et bon, qui est célèbre, si on veut, pour les musiques du Cercle Rouge et de l'Armée des Ombres qu'il a composé à ses débuts. Il avait travaillé avant avec de Roubaix, avec Michel Magne comme orchestrateur aussi, et c'est un compositeur vraiment qui a fait des choses formidables, y compris ces dernières années à la télé, dans les séries justement d'Hervé Admar par exemple, avec lesquelles il y a une relation de fidélité qui s'est instaurée depuis une dizaine d'années, et je trouve que c'est un compositeur qui a été bien sous-estimé quand même. Il a eu le malheur peut-être par rapport à des collègues de la même génération comme Cosma, comme Sard ou comme de Roubaix, de travailler avec des réalisateurs plus marginaux comme Mocky, comme Pierre Zucca, comme il s'appelle, Serge Leroy, enfin disons des gens qui n'étaient pas au centre du motif du cinéma français de l'époque, même s'ils existaient, hein. Les années 70 en France c'est mélangé, mais peut-être ça l'a desservi sur sa notoriété, parce que encore une fois, à part les deux BO de Melville, le reste a été beaucoup moins connu. Il a fallu que ce soit réédité par Stéphane Le Rouge il y a un certain nombre d'années pour qu'on commence à s'apercevoir que c'était un compositeur vraiment passionnant. Dans le deuxième tome, il y aura forcément des gros morceaux, parce qu'il y a Goldsmith, que je suis en train de finir là, et qui est quand même un gros morceau, parce que c'est une œuvre énorme, dont on ne peut pas parler en intégralité. Jerry Goldsmith, c'est varié, comme tous les grands compositeurs, c'est un peu écrasant et en même temps très excitant, donc j'essaye de trouver ma voix là-dedans, donc voix VOX et VOIE. Il y a des gros morceaux, il y a Mancini, il y a Morricone,
Bon, donc c'est pas rien. Donc ça va être un tome avec 3 compositeurs. C'est pour ça que le problème avec ces compositeurs-là, c'est qu'il faut trouver l'angle d'attaque. Si on peut pas tout évoquer, parce que sinon on finit plus. Là, je vois bien sur Goldsmith, je vois que là, tout d'un coup ça augmente, et là je me dis bon, là il va falloir s'arrêter, ou il va falloir on peut pas tout traiter. Donc en effet, il y a le grand, mais ça je l'ai déjà fait. Donc celui-là il est fait. Donc il y a quelques poids lourds auxquels on pourrait sans doute ajouter. Bon, il y a Gainsbourg, mais ça je l'ai fait aussi. Il y a Quincy Jones, je l'ai fait aussi. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà fait, donc je suis en train de faire, d'autres que je suis en train de faire. Donc il y a pas mal de compositeurs importants qui sont, ça va aller normalement, devrait aller de G à N, parce qu'après il y a plus de lettres dans la dernière partie, mais il y a moins de, enfin il y a des lettres où il n'y a pas grand monde, hein, évidemment, X, Y, Z, W, X, Y, enfin W encore, mais X, Y, Z, il n'y en a pas énormément quand même. Donc oui, je pense qu'il y aura quelques films aussi, genre Il était une fois la Révolution, par exemple, que j'avais choisi un peu comme partition emblématique de Morricone, hein, qui, en tout cas de ce qu'il a fait avec Léon, ce que je préfère. Mais ça désengorge un peu, comme on dit, le texte Morricone. Non, tout me vient pas à l'esprit, parce que là j'ai pas tout en tête. Il y aura normalement il devrait y avoir aussi, par exemple, un compositeur que j'ai beaucoup et qui n'est pas très connu. C'est un compositeur polonais qui s'appelle Andrzej Korzinski, qui a travaillé pas mal avec Faïda, qui a fait les musiques de L'Homme de Marbre et des choses comme ça, et qui est en fait un compositeur vraiment passionnant. Ou par exemple un compositeur algérien, pour prendre vraiment des gens moins connus, qui s'appelle Hamed Malek, qui a été considéré comme le Morricone algérien, qui travaillait avec Merzak Alouaj, des gens comme ça, enfin sur des films des années 70-80 algériens, à l'époque où le cinéma algérien était un peu plus vivace qu'aujourd'hui. Et en fait, ça c'est des trucs que j'ai découvert plus par des compiles que par des films en fait. Je suppose que tu es très à l'écoute des films quand tu es en salle. Oui, pas que non plus, parce que quand je vois un film, c'est marrant parce que des fois je pose cette question à des compositeurs que je connais, et leur dis il me dit aussi moi quand je vais au cinéma je ne suis pas toujours en train non plus d'écouter, mais évidemment inévitablement oui. Par exemple, j'ai été assez impressionné, je suis allé voir EO de Skolimowski vendredi dernier, je sais pas si tu l'as vu. Pas encore, j'allais tester aujourd'hui. On ne dit pas trop grand chose, film assez étonnant quand même, et il y a un travail sur la musique qui est hyper intéressant. Et avec un compositeur avec lequel il avait déjà travaillé, qui s'appelle Pavel Mikhetin, qui n'est pas hyper connu ici, mais qui travaille beaucoup pour le théâtre, je crois. Et là, il y a une utilisation de la musique. C'est-à-dire que voilà, on sent dans un film quand la musique a été pensée, ou elle est là, organique. Encore une fois, je reviens sur ce terme parce que je l'aime bien. Et c'est pas le cas de tous les films, loin de là. Mais dans ce film-là de Skolimowski, par exemple, j'ai été vraiment impressionné par ce travail-là. Est-ce que justement il y a des musiques qui t'ont marqué récemment dans des films plus récents? Récents, tu veux dire de ces dernières années. Il y a les musiques de Mika Levy, les 3 ou 4 musiques de Mika Levy, qui m'ont vraiment marqué. La jeune, qui vient un peu qui est des DJ, qui vient un peu de la pop, même, enfin un pop un peu expérimental, bref, qui a travaillé, qui a fait peu de choses au cinéma pour l'instant, mais j'ai été marqué et par Under the Skin de Jonathan Glazer, mais qui est une BO assez expérimentale, mais presque plus encore par une BO qui l'est moins, qui est celle de Jackie. Et je me rappelle de l'effet que ça m'a fait quand je suis rentré dans le film par la musique. Là, parfois, la musique, c'est vraiment ce qui vous fait entrer dans le film. Et cette espèce de volute un peu post-Bernard Herrmann comme ça qu'elle a créé, une espèce de thème, un peu une valse comme ça, un peu qui tourne sur elle-même et qui vous donne un peu le vertige, et qui a en même temps un côté très mélancolique aussi, on y revient, ça m'a vraiment marqué. Je me souviens, ça m'a saisi, quoi. Parce que ça m'arrive parfois d'être saisi par la musique. Parfois non, parce que souvent même, enfin régulièrement, je me dis, bon, ça peut être la même chose, mais je cite des gens qui sont un peu évidents dans les gens qui sont brillants aujourd'hui, c'est-à-dire Greenwood sur Phantom Thread, ou sur même Inner on Vice, même si dans Inner on Vice il y a aussi des morceaux de pop, alors ça mélange un peu, mais je trouve que le matchage, si je puis dire, entre les deux se fait très très bien. Ça m'a marqué, oui, il y a quelques films, j'ai été assez frappé aussi par le travail de, comment il s'appelle, du duo de Atticus Ross
il s'appelle Trent Reznor et Atticus Ross, sur les films de Fincher, et surtout sur Millennium d'ailleurs, peut-être celui que je préfère en termes de musique. Là aussi c'est des... Bon voilà, c'est à la fois assez novateur, c'est singulier, c'est pas le truc que tu attends, très attendu. Bon, oui, il y a des exemples, il y en a pas des centaines et des milliers. Puis bon, aujourd'hui, c'est vrai que l'usage de la musique, il est tellement varié, il y a tellement de formes d'utilisation de la musique, c'est-à-dire les chansons, tout ça, enfin, ça c'est pas nouveau, hein, mais j'ai l'impression que peut-être c'est un avantage, parce qu'ils ont gagné en liberté aussi sur l'usage de la musique, mais c'est difficile de se faire une idée complètement... Non, mais c'est vrai qu'il y a des films qui tout d'un coup, par exemple, je me rappelle ça me vient à l'esprit parce qu'il vient de ressortir, donc pour cela, je crois cette semaine, Millennium Mambo de Housia Houssiane, ça m'a marqué au niveau de la musique, quoi. C'est-à-dire cette espèce de ritournelle électro comme ça, un peu hypnotique qu'il y a dans le film qu'on entend au début, qui monte comme ça, je me rappelle avec le mixage, ça m'a... Là tu rentres dans... Enfin moi en tout cas, là c'est une façon de me faire entrer dans le film qui est imparable. Parfois ça produit des déceptions derrière parce que ça suit pas... Des fois le début est tellement fort avec la musique, bon, des fois... Mais quand même c'est une manière d'entrer dans le film, encore une fois une porte d'entrée qui est parfois totalement idéale.